Alors, déjà bonsoir. Plus fort, bonsoir. Ils sont chauds. Alors, on fait une petite aparté rapide, toujours un peu sur les différentes dates qui vont arriver au niveau de la FUP et différents événements IT. Donc, pour vous rappeler, on a le forum PHP, donc 2 jours de conférence organisés par la FUP à Paris, qui est à l'hôtel Marriott en plein centre de Paris, qui a lieu le 26 et 27 octobre. Donc dans 15 jours. Il reste une trentaine de places. On a des flyers là-dessus qu'on va vous laisser à disposition. Le forum PHP, c'est 2 jours. Je vous invite vraiment à y aller. 2 jours de conférence où vous pouvez voir des gens qui parlent des perspectives. C'est pas focalisé forcément sur un framework, mais ça va être plutôt sur du PHP 7, du microservice, des retours d'expérience et vraiment des explications qui vont vous faire avancer dans vos codes. Ensuite, en termes de... Autre chose sur la FUP Je veux juste savoir, est-ce que quelqu'un y va cette année? Ok. Ouais, bon, ça va. On pourra faire un débrief alors. Toujours sur le forum PHP, on a en principe Amélie qui devait venir ce soir, que je vois pas. Non, elle a annulé. Elle a annulé. Donc Amélie a été retenue pour une conf au forum PHP, donc c'est la seule représentatrice en termes de conférencière qui fait une conf donc dans 15 jours là-bas. Ensuite, en termes de date, pour vous dire aussi, il y a un événement qui s'appelle le DevOps Day Days à Marseille qui a lieu le 9 novembre. Donc ça, c'est au stade Vélodrome, à l'Orange, le stade Vélodrome. Donc pendant le DevOps Day Days, vous avez des conférences sur le DevOps. Vous avez aussi, pendant cette journée-là, une journée qui s'appelle le Lib Day, donc qui est une conférence autour des logiciels libres. Qu'on organise avec une association qui s'appelle Libertis, qui fait la promotion du logiciel libre en milieu professionnel. Donc vous pouvez venir. En principe, je dois faire une conf sur PostgreSQL 10. Pour ceux qui... les nouveautés de Postgre qui viennent de sortir, donc la version 10. Ensuite, dans les autres dates, il y a DevOps Days. Il y a aussi le Paris Open Source Summit qui a lieu le 9 et 10 décembre à Paris. Là, c'est pareil, c'est 2 jours sur l'open source en général. Vous avez des conférences, les stands, donc en principe, tout le milieu du libre se rejoint là-bas. C'est la seule et la grosse manifestation sur le libre en France. De quoi on a besoin d'autre? Déjà, il faut remercier Aiko pour ce soir. Alors, j'en profite pour rebondir sur le fait que, donc, comme d'habitude, je fais le même discours que la dernière fois. Pour que ça fonctionne, on a besoin de lieux, on a besoin de personnes qui ont envie de parler, qui ont envie de présenter quelque chose. Ça peut être court, ça peut être long, ça peut être n'importe quel sujet. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir, à en discuter. On est là pour aider, on est là pour organiser le truc, on est là pour que ça se passe bien. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. N'hésitez pas à en discuter. Voilà. Si vous avez votre entreprise qui pourrait potentiellement accueillir une 50aine de personnes, voire plus, il ne faut pas hésiter à en parler. Nous, on a besoin de ça pour continuer. Voilà. Donc voilà, c'est le petit message de recrutement. On va laisser la parole à Didier. Tu es en forme? Pas trop de stress? Plus personne en plus. Merci. Je vais commencer par vous poser une question. Qui fait du Symfony à longueur de journée? Ok, super. Je suis ravi d'être ici. Donc déjà, je vais moi aussi remercier Aiko de nous accueillir et la FUP de m'avoir proposé ce talk, même si j'ai l'impression qu'ils m'ont un peu envoyé dans un piège à loup géant, mais je vais essayer de faire ce que je peux pour vous convaincre au moins que la Ravel n'est pas aussi pourrie que ce que vous pensez. Donc, je m'appelle DJ Sampaolo, vous avez mon pseudo Twitter si vous voulez, je suis CTO et fondateur d'un service qui s'appelle soumettre.fr où on vend du référencement en ligne, de la visibilité, de la relation presse et aussi un peu de rédaction de contenu. Je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé à faire du Laravel. Au départ, un mini passage sur comment j'en suis arrivé là.
J'ai commencé le dev au niveau pro il y a à peu près un peu plus de 15 ans. J'ai commencé dans l'agence d'un pote à Nice, je suis parti à Paris après, j'ai fini sur Paris par faire plusieurs boîtes. J'ai été directeur technique du groupe Lagardère où je m'occupais des chaînes de télé et des radios. Je suis passé par une agence de référencement où j'ai développé la technologie interne qui permettait de suivre des avant-ventes jusqu'aux fins de presta et aux re-signatures, etc. Et je suis rentré dans le sud puisque je suis d'ici pour me mettre à mon compte il y a 6-7 ans à peu près. Et j'ai donc monté Soumettre avec mon associé actuel il y a 1 an et demi à peu près. Et on a aujourd'hui 4 salariés. Donc au départ, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé à faire du Laravel. Au départ, j'étais super oppressé, j'étais vraiment en crise existentielle, parce que vu que je gérais en freelance et seul beaucoup de dossiers clients différents, je me retrouvais à longueur de journée à devoir jongler avec des frameworks différents. Donc je me suis tapé sur la même semaine du Symfony, du Codeigniter, du Cake, du WordPress aussi évidemment, et du Symfony forcément, puisque ok, on est d'accord, Symfony, super bien, tout le monde en fait, y a pas de problème. Me jetez pas de tomates. J'ai même envisagé un moment, quand je me cherchais vraiment, j'ai envisagé à passer en Python et à faire des sites sous Django, et j'ai même envisagé de coder des sites en dur en C++ pour avoir des sites compilés et avoir des perfs parfaites. Donc j'étais vraiment pas bien au niveau de mon PHP toute la journée, on est bien d'accord avec ça. Un beau jour, du coup, j'ai bossé avec une agence de com avec qui ça n'a pas trop fait le job, c'est à l'époque que j'ai rencontré Eric. Et en gros, les mecs m'ont dit, ton premier projet, ça va être super simple, tu vas voir. Non, c'est pas Eric qui m'a envoyé là-bas, qu'on soit bien d'accord. Voilà, je connaissais Eric après. Quand il m'a dit, qu'est-ce que tu fous chez eux, faut qu'on parle. Et quand on a parlé, il m'a dit, mais casse-toi de chez ces gens. Petit bisou si tu nous regardes. Non, après, pendant l'apéro, je donnerai le nom sans problème. Et du coup, le mec me dit, bon, ben alors, ce que tu vas faire, c'est que pour ta première mission, il faut que tu nous développes un intranet pour un groupe de sénateurs. Donc, c'est des gens qui sont au Sénat, qui gèrent leur journée, leurs agendas, des sessions de vote, qui ont des documents à partager, à commenter, etc., etc. Donc, un truc un peu costaud quand même. Évidemment, un focus sur la sécurité, parce que tout est au moins discret quand c'est pas confidentiel. Et alors, la mauvaise nouvelle, c'est que vu qu'ils ont tiré le devis que je leur ai envoyé au départ à la baisse, j'étais pas dans la boîte quand le devis a été fait, en gros, t'as 16 jours calendaires pour livrer. Voilà. C'est depuis là, mon début de calvitie date de cette époque. Donc en gros, j'ai eu un gros coup de panique. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution pour arriver à sortir quelque chose, quitte à faire des versions, à bosser un peu en agile. J'aurais vendu le truc en disant qu'on allait faire des mises à jour, que le client serait content, etc. Et en gros, j'ai cramé ma première journée sur les 16 à chercher une solution qui soit pas trop dégueulasse et qui me permette d'avancer le plus vite possible sur un projet en étant seul dessus, parce qu'évidemment, le budget ayant été revu à la baisse, j'avais aucune possibilité de sous-traiter la moindre heure de code, donc j'étais obligé de tout me taper tout seul. Donc j'ai passé une journée entière à chercher un framework, et c'est comme ça que je suis tombé sur Laravel, qui en gros vantait le fait que la prise en main était super facile et que ça permettait d'aller vite une fois qu'on avait compris les concepts de base. Donc en gros, j'ai passé 3 bonnes journées à faire de la formation, c'est-à-dire à me taper tous les tutos que je trouvais en ligne, à lire des blogs, à regarder les Getting Started et compagnie, à monter des petits projets un peu pourris pour voir un peu comment ça fonctionnait, prendre un main l'ORM, tous ces trucs-là. Et en gros, j'ai réussi en 10 jours de code, alors 10 jours d'affilée, calendaire et toute la journée, j'ai réussi à sortir une version qui était vachement propre du truc que les mecs demandaient, qui a clairement fait le job, et il me restait même 2 jours à la fin du truc où j'ai pu glandouiller tranquille. Donc pour ça, je remercie Laravel parce que ça m'a vraiment aidé. Et le fait de voir qu'en étant seul, je pouvais sortir un truc aussi abouti visuellement, enfin abouti techniquement même, puisque le truc est propre et ils s'en servent encore aujourd'hui. Donc a priori, c'était pas trop dégueu. Ils ont pas traché le truc quand je suis parti pour le refaire au propre. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et du coup, donc Laravel a été lancé en juin 2011. Depuis, on a plus de 20 000 commits sur GitHub. Donc c'est un framework qui est quand même super actif. Il y a 1500 contributeurs sur le cœur du framework. Et à peu près 8000 likes, 8000 stars sur GitHub, sachant que du coup, évidemment, on a le corps du framework d'un côté, le boilerplate de l'autre, et là on parle vraiment du corps du framework. Le boilerplate, c'est encore autre chose, on verra ça plus tard. Ce qui m'a plu, moi, chez Laravel, c'est que plus qu'un simple framework, je trouve vraiment que c'est une toolbox, c'est vraiment une boîte à outils avec tout un tas de trucs dedans. C'est-à-dire qu'au lieu de lâcher les composants de base et de laisser à la personne en face le loisir de comprendre comment les articuler les uns avec les autres, Laravel prend vraiment le développeur par la main. Donc c'est peut-être ça qui bloque certaines personnes là-dessus. Je suis tout à fait conscient que ça peut... niveau égo, au départ, ça m'a un peu posé un problème de me dire mais je comprends pas, j'ai tapé qu'une ligne de code et il y a déjà tout ça qui est fait. Limite, je sers plus à grand-chose, quoi. Mais en fait, c'est ça qui m'a plu. Donc on a vraiment une toolbox avec tout un tas de
de librairies, de composants, etc., qui permettent de faire vivre le projet de la première ligne de code jusqu'à la maintenance une fois que le truc est en ligne, etc. Et j'ai monté des trucs vachement sympas avec Laravel. J'ai pas fait que des petits sites qui meurent dans leur coin. J'ai fait des trucs avec pas mal de trafic, des trucs avec pas mal de CA. Et jusqu'à aujourd'hui, sincèrement, je sais faire énormément de choses avec Laravel, mais je dois maîtriser le truc peut-être à 60%, parce qu'il y a plein de composants que je suis pas encore allé fouiller. Et pourtant, ça fait déjà vachement bien le job. Donc l'idée de ce soir, c'est de prendre admettons qu'on commence à bosser sur un projet Laravel, essayer de vous projeter un peu, essayer de pas trop vomir. Et on va faire comme si on commençait sur un nouveau projet et on va voir ce qu'on peut mettre en place justement pour avancer sur ce projet en allant vite, en bossant bien et en gardant. Du coup, ce qui me plaît vraiment, j'insiste là-dessus, c'est que ça permet d'aller vite sans faire les choses trop mal. Le boulot est quand même cadré et ça nous permet vraiment d'avancer correctement et de poser des bases super solides pour un projet. Donc la première étape, il y a quelques slides avec un peu de texte. Je suis désolé, j'ai pas réussi à m'en séparer. Donc la première slide, on va partir du principe qu'on a un ordinateur sur lequel on va travailler, mais qu'on n'a encore rien installé dessus. Donc Laravel va proposer 3 solutions pour installer l'environnement de dev. La première, c'est Valet. Qui est sous Mac? Qui bosse sous Mac? Ouais, bon, ben parfait. Donc la première, c'est Valet. En gros, vous installez ça. Il y a une ligne de commande à taper. Vous cliquez sur un bouton, ça vous installe le vhost, les Nginx, PHP, toutes les bonnes versions, les MySQL, tous les trucs que vous voulez. Ça va ultra vite, ça se fait super bien. Ça passe par un DNS mask aussi pour que tout ce qui est machin.dev, ça tombe directement sur les vhosts. Donc OK, c'est pas très compliqué, mais aller éditer le vhost Nginx, copier le fichier, refaire le lien symbolique. Moi perso, ça m'a gonflé. Eux, ça fait des années qu'ils le font plus. Le reproche que je fais à Valet, c'est que c'est installé en global sur la machine. Donc si par exemple demain je dois récupérer un projet Laravel, que je me sers de ça et que je dois récupérer un projet Laravel qui tourne sous une vieille version de PHP, je vais être un peu embêté parce que par défaut, il n'y a qu'une version de PHP forcément qui tourne avec Valet, etc. Et qui sont de toute façon toujours les dernières versions stables de chacune des technos qui sont utilisées. Après, du coup, la deuxième façon, c'est Homestead. Donc Homestead, c'est un peu la même chose, mais en virtualisé. Donc ça passe, donc c'est pas du tout la même chose. Hein, voilà. Donc Homestead, c'est en gros c'est une première couche avec un VMware, une deuxième avec un Vagrant et la troisième avec toute la configuration Laravel. Et du coup, l'avantage c'est qu'on peut le déployer soit en global sur la machine et ajouter autant de vhosts qu'on veut dessus, soit en faire un par projet si on a des besoins particuliers. Et la troisième, du coup, c'est Laradoc, qui est une librairie pas encore officielle, mais qui devrait pas tarder à le devenir et à être intégrée pas dans le framework, mais dans l'écosystème du framework, et qui du coup permet de déployer des Laravel sur base de Docker. J'ai un peu joué avec, ça marche pas mal du tout. Après Docker, j'ai pas de besoin particulier là-dessus, parce que vu que j'ai très peu de projets différents sur lesquels je bosse, j'ai imposé à tout le monde qu'on bosse avec les dernières versions stables de chacune des technos avec lesquels on travaille, mais à une époque, ça m'a rendu bien des services. Donc une fois qu'on a installé notre environnement de dev, on va avoir dans chacun des projets un fichier avec des variables d'environnement. On peut mettre un fichier général. Il y a énormément de choses dans Laravel qui sont basées sur des overrides. Donc on a d'abord un fichier d'environnement qui sert pour tous les environnements, dans lequel on va mettre les passes de la DB, tous ces trucs-là, qui ne sera pas commité. Donc il ne va pas finir sur GitHub, histoire que le pass de la DB ne soit pas sur un repository en ligne. Et du coup, je peux créer, si je veux, un .env.local, un .env.prod, un .env.testing, et les garder dans mon projet, dans mon document, dans mon dossier de travail, sans les commiter, mais je peux me garder une copie des variables que je vais utiliser sur la prod, etc. Évidemment, l'avantage, c'est qu'on se retrouve avec, quand je veux bosser avec un dev externe, par exemple, je vais pas lui donner ni le pass de la DB de prod, ni le pass de mon environnement dev. Le fichier est généré, il y a un exemple de fichier env par défaut. Quand le mec va récupérer mon code, il sait que de toute façon, il va taper dans son MySQL, donc il va créer une base vide, il va mettre ses identifiants dans son fichier, puis c'est réglé, quoi. Et pour toute la conf que je peux commiter, donc par exemple, je sais pas, l'identifiant de la page Facebook qui est reliée au site, j'ai un dossier conf dans lequel j'ai aussi un système d'override où je peux les changer pour le dev, la prod, la pré-prod, le testing, etc. Et de la même manière, là, du coup, ça permet aussi donc de faire des overrides pour pouvoir outrepasser en dev, pour pas qu'on envoie des trucs sur la page Facebook du site ou des trucs dans ce style, ou faire une page Facebook non publiée, par exemple. Ensuite, du coup, évidemment, il faut passer par un coup de composer pour installer le boilerplate du framework. Donc, il y a deux repositories. Il y a Laravel Framework qui est le core et Laravel qui est le boilerplate, le truc de démarrage, machin. Du coup, la conf, c'est fait.
Donc la conf, je la fais à ce moment, après cette étape-là. Du coup, j'ai inversé les notes de 2 slides. Ensuite, du coup, il y a un des points principaux. Alors du coup, je suis désolé, j'avais une résolution plus haute sur le PC sur lequel j'ai fait la presse que sur le PC sur lequel je la présente. Donc forcément, j'ai des titres qui passent à la ligne. J'en suis vraiment désolé. Donc le cœur de Laravel, un des cœurs de Laravel, ça va être une commande PHP qui s'appelle Artisan. Du coup, il ne faut pas avoir trop peur de la ligne de commande, mais j'imagine qu'a priori, ça devrait aller. Artisan, c'est vraiment, pour moi, c'est le majordome du développeur Laravel. C'est-à-dire que dès que j'ai besoin d'un truc, je sais que de toute manière, c'est à Artisan que je vais le demander. Par exemple, on a pas mal de générateurs pour créer les modèles, les contrôleurs, les jobs, tous ces trucs-là. On a des commandes qui permettent de faire du scaffolding, par exemple pour l'authentification sur le site. Il y a une commande, on la verra un peu plus tard, mais qui va créer pas mal de choses et faire gagner pas mal de temps. Et on peut même utiliser artisan make de point commande et le nom d'une commande, et on va créer une commande qui va automatiquement s'ajouter à artisan. Avant, il fallait la déclarer à la main. Depuis Laravel 5.5, elle est détectée automatiquement, et du coup, on ajoute autant de commandes qu'on veut. On a aussi évidemment des commandes qui servent à gérer des migrations. Donc les migrations, c'est un des trucs qui m'a beaucoup plu dans Laravel. Pour gérer le schéma de la base de données, j'ai tout un tas de classes comme ça. Donc il y a une classe autour. J'ai une classe par migration dans laquelle je peux mettre une ou plusieurs fois un appel de code qui a cette tête-là. Du coup, on voit très bien qu'en gros, je lui dis que je veux créer une table qui s'appelle users. Je lui passe un blueprint qui est l'objet qui permet de tripoter les tables de la base de données. Je peux déclarer mes champs. Si je veux, je peux soit faire un rollback de ma migration, ajouter des champs dedans. Admettons que j'ai oublié de mettre le nom de la personne. Je peux faire un rollback de la migration, ajouter le nom, réappliquer les migrations. Quand je fais le rollback, il va enlever tous les champs qui ont été créés par ça. Et quand je vais réappliquer ma migration, il va recréer tous les champs avec les nouveaux trucs. Il y a pas mal de méthodes en plus qu'on peut chaîner derrière pour mettre les valeurs par défaut, les longueurs maximales, tout ce genre de choses. Et les migrations, évidemment, s'appliquent quel que soit le driver de la base de données qui est derrière. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, j'ai pas encore besoin d'avoir pris la décision. Est-ce que je fais du SQLite et ça va suffire? Est-ce que j'ai besoin d'un MySQL? Est-ce que je sors un Postgres? Est-ce que je m'envoie un Oracle? Il y a du MongoDB qui commence à avancer aussi. Donc a priori, c'est un peu plus expérimental, mais j'ai eu des retours comme quoi ça marchait bien, donc c'est quand même en bonne voie. Et donc, une fois qu'on a le schéma de la base avec ça, du coup, vu que mes migrations, je vais les commit, quel que soit l'état d'avancement du projet, quand vous allez, admettons que demain on bosse ensemble et que vous rentrez en dev dans mon équipe, vous allez faire un check-out du projet, vous tapez PHP artisan migrate, et lui, il va reclaquer tout le schéma de la base sur lequel on a bossé, directement dans votre base de dev. Une fois qu'on a le schéma est bon, il a fallu qu'on trouve un système pour pouvoir cloner des bases. Donc j'ai essayé de mettre 2-3 images un peu rigolotes en me disant que ça vous ferait peut-être rien, mais bon, c'est pas ça. Je comprends que c'est pas gagné. Donc en gros, pour passer des données à quelqu'un pour qu'il puisse commencer à travailler, on a plusieurs solutions. La première solution, évidemment, c'est de faire un dump, de le zipper, de lui envoyer, et puis le mec importe le dump. C'est pas top, parce que pour plusieurs raisons. Déjà, quand on a un dump d'1 giga, personne n'a envie de se dézipper 1 giga, d'importer ça tous les matins dans sa base, c'est catastrophique. C'est pas super élégant, parce que moi, dans ma base de prod de soumettre, par exemple, j'ai des identifiants clients, des sites, des notes qu'on s'est pris, etc. J'ai pas forcément envie de donner à tous les devs qui vont bosser sur le projet. Et c'est pas super, c'est pas carré non plus, parce que si on a des edge cases par exemple qu'on veut pouvoir tester dans le code, si je prends la base de prod et que l'edge case c'est jamais produit, je vais me retrouver avec des cas qui vont me manquer, donc du code qui potentiellement va se comporter pas comme je veux, et ça sera pas facilement testable. Donc Laravel du coup a proposé un système à base de 2 choses particulièrement, les factories et les seeders. Les factories, c'est un truc qui est collé au modèle et qui permet de définir en prenant en compte le schéma du modèle, quel type de données on va vouloir trouver dedans. Donc ça sert par exemple d'une librairie qui s'appelle Faker, à laquelle je dis renvoie-moi un email, il renvoie un email, envoie-moi un nom, il renvoie un nom. On peut le localiser pour que le nom ait l'air français si ça nous amuse. Il y a tout un tas de méthodes, c'est super intéressant, c'est super pratique. Et une fois que j'ai défini les factories pour mes modèles, j'utilise aussi des seeders. Tout à l'heure on tapait PHP artisan migrate, là on va taper migrate-seed pour lui dire qu'on veut aussi appliquer les seeds, et lui dans les seeds je vais lui dire par exemple un seeder pour les users, je vais lui dire je veux 10 utilisateurs dans la base. À partir de là, il va aller intégrer les 10 utilisateurs en tirant les noms au hasard, etc. Je peux passer un paramètre qui est un tableau où les clés seront les noms des champs et les valeurs sont des valeurs que je veux forcer pour overrider ce que va donner Faker, ce qui fait que par exemple je peux faire un truc du style crée-moi un utilisateur avec une adresse email qui est celle-là et qui est invalide.
ou qui est vachement longue, etc. Donc c'est ultra utilisé dans les tests unitaires, par exemple, parce que du coup, quand on va faire des tests unitaires, je vais pouvoir lui dire, fais-moi un utilisateur avec un email pourri, et je vais pouvoir tester directement les trucs que je voulais tester là-dessus, sans devoir aller chercher dans la base, ce que je faisais pendant un moment. J'allais chercher dans la base un cas qui correspondait à ce que je voulais tester, et si j'avais pas de réponse, je zappais mon test, et puis c'était bon, quoi. Donc je vous raconte pas la galère. Mais depuis qu'on se sert des seeders et des factories comme il faut, on a vraiment des tests unitaires qui tournent avec tous les edge cases qu'on a identifiés. On en ajoute quand on veut. De toute façon, les utilisateurs, tous les modèles qu'il faut, toutes les lignes dans la base qu'il faut sont créées à la volée. On a un système où je peux dire, un utilisateur aura des commandes. Donc quand je te demande de seeder un utilisateur, part du principe que je veux lui seeder 3 commandes. Donc je peux avoir que des utilisateurs avec 3 commandes si je veux au moment de mes tests. Ou je peux dire, pareil, là je veux un utilisateur, mais admettons qu'il soit bon client et qu'il ait 35 commandes. On va refaire un petit point sur la commande dont je vous parlais tout à l'heure qui permet de faire le scaffolding de l'authentification. Avec la commande qui est écrite là sur le tableau, en gros, je vais générer des contrôleurs bien propres dans un namespace, des vues, les routes qui vont avec. Si j'ai déjà un layout, on va parler du moteur de template après, mais si j'ai déjà un layout et que j'ai déjà commencé à bosser, Laravel va détecter l'endroit où est la navbar de mon site et va ajouter des liens login et register dedans. Et une fois que l'utilisateur aura créé son compte et se sera connecté, ou se sera simplement connecté, parce qu'on peut seeder des utilisateurs dans la base aussi, il va remplacer les liens login et register par un drop-down avec le nom de l'utilisateur en haut et un lien pour se déconnecter en dessous. Et on a aussi des petits trucs un peu sympas du style, quand les formulaires de login et de register, évidemment, il y a déjà un validateur qui est dessus. Le validateur, c'est une classe à part qui se colle sur le formulaire et qui permet évidemment de faire de la validation de données avec des règles assez poussées du type, on peut aller vérifier que l'email n'est pas déjà présent dans la base. Donc juste avec cette commande-là, je me retrouve avec un système d'inscription et de login qui fonctionne vraiment et que je peux utiliser tel quel. Le seul truc qu'il va falloir que je fasse avant de considérer que c'est fini, c'est m'occuper de la gestion des langues. J'ai beaucoup galéré pour trouver une image avec une langue qui soit pas un truc dégueu, donc voilà, vous avez droit à la vache. Voilà. Donc le principe des langues, comme d'habitude avec Laravel, est basé sur de l'override. Donc en gros, on a une locale par défaut, on a une locale de fallback au cas où on aurait un souci au niveau de la prod avec la locale par défaut. Un dossier langue qui est dans un dossier ressources qui contient un dossier par langue. Le dossier par langue contient autant de fichiers qu'on en veut, et les fichiers retournent des tableaux clés-valeurs pour qu'on puisse avoir un identifiant de chaîne et la chaîne traduite. Il y a un autre moyen qui consiste à faire des fichiers JSON, il me semble, dans l'arborescence ressources langue, on peut carrément faire un fr.json et mettre des chaînes directement en anglais et leur traduction en français. Je trouve pas ça super propre, parce que du coup, si quelqu'un change la chaîne en anglais, il faut penser à mettre à jour le fichier JSON comme il faut, donc a priori, ils sont en train de bosser dessus, ils en étaient assez contents, mais je suis pas persuadé que ça va remplacer l'ancien système. Et évidemment, après, on a des helpers qu'on peut utiliser dans les templates, comme dans les contrôleurs, etc., qui permettent de récupérer une chaîne traduite. Donc on va parler un peu des modèles. Ça, c'était pour changer de la vache. Même si c'est encore un peu champêtre. Hein. Donc, alors, les trucs que j'aime bien sur les modèles, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est qu'un modèle. Je vais pas rentrer dans le truc, voilà, personne ne réagit, donc ça va. Donc dans les modèles, on a plusieurs trucs que je trouve vraiment sympas et qui permettent vraiment... Qu'est-ce qui se passe? C'est ton ex? T'aimerais? Non, c'est bon ça. Okay. Donc sur les modèles, il y a plusieurs choses que je trouve vraiment intéressantes et qui permettent là aussi vraiment d'aller vite et de faire des trucs propres. C'est qu'on a des mutators, par exemple, admettons que j'ai un champ name et un champ first name. Donc on va se le faire en français. J'ai un champ nom, un champ prénom. Et sur le site, un peu partout, je vais vouloir afficher le nom plus le prénom avec le nom en majuscule, etc. Je peux créer un attribut virtuel. Et donc je vais créer une méthode dans le modèle, clairement, qui va s'appeler get real name attribute. Et chaque fois que je vais appeler l'attribut real name du modèle qui n'existe pas dans la base, Laravel va aller parser les générateurs, enfin les mutators, pour créer le real name en fonction des règles que je lui ai données, etc. On peut, en cascade comme ça, on peut faire des trucs assez crades aussi. Ça m'est arrivé d'avoir 2-3 méthodes qui s'appelaient les unes les autres, avec des attributs virtuels de partout. Donc faut pas en abuser, mais il y a certains cas où c'est vraiment ultra pratique. On peut aussi
On peut aussi définir des relations. Donc les relations, ça va être super simple, hein, one-to-one, one-to-many, etc. Par exemple, mon utilisateur a des factures, et quand je charge mon utilisateur, si dans mon template, je veux faire un for each user invoice, s'il n'a pas, il va aller le chercher en eager loading, et il va me faire mon for each normal, comme si j'avais récupéré. Pas besoin de lui spécifier de clé, dans le sens où du moment où dans la table invoice, le champ s'appelle user ID, il comprend que c'est l'ID qui correspond au modèle user. Donc j'ai vraiment une ligne de code à faire, genre ça va être function invoice, et entre parenthèses, dans les accolades, return this as many invoice. Terminé. Je lui passe simplement le nom de la classe, et lui il comprend déjà comment faire le matching et comment renvoyer tous les trucs qui vont avec. Je peux forcer Laravel à charger une relation, quelle que soit la façon dont j'appelle le modèle, parce que j'en ai toujours besoin, ou faire de l'eager loading, le laisser charger au moment où lui il va trouver ça opportun. Il y a des observers aussi. En gros, quand je crée un observer, donc avec une commande artisan comme les autres, le principe d'un observer, c'est d'être lié à un modèle et de surveiller tous les changements qui vont avoir lieu sur le modèle. Donc je vais avoir des événements qui sont automatiquement définis. J'ai qu'à appeler ma méthode comme ça, et appeler ma méthode de la même manière que le nom de l'événement, et elle sera appelée automatiquement chaque fois que l'événement va être trigger sur le modèle. Par exemple, created, updated, updating, qui va se passer juste avant qu'on inscrive dans la base de données, etc., etc. Ça, j'en ai entendu parler déjà en mal tout à l'heure, donc je sais que je vais pas me faire que des amis avec ça. La syntaxe de l'ORM de Laravel, donc qui s'appelle Eloquent, et qui permet du coup d'envoyer des requêtes dans la base sans écrire de SQL, parce que du coup il est driver agnostique aussi, donc là j'ai toujours pas besoin de savoir quel est le type de base qui va tourner derrière. L'intérêt principal, c'est, alors pas forcément pour quand on veut changer de base pour passer sous Postgres, mais plus quand on va faire du testing, on peut très bien utiliser une base super light en SQLite par exemple, au lieu de se servir de la vraie base MySQL. Donc je vous fais pas le commentaire pendant 1 heure de la requête, je vais me servir du modèle Meetup, je vais le récupérer où l'association est égale à la FUP, vu que l'opérateur est un égal, je suis pas obligé de le mettre parce que c'est l'opérateur par défaut. Si j'ai 3 paramètres, il comprend qu'il y a un opérateur. Je peux faire un where-in pour récupérer des données différentes, des valeurs possibles différentes avec un tableau. Je peux faire des order by, je peux faire un limit, donc avec take, et je peux faire un get. À la place de get, je peux utiliser first pour récupérer que le premier, etc., etc. Dans tous les cas, Eloquent va renvoyer des collections sur lesquelles du coup je peux refaire un order, un filter, tout genre de trucs. Voilà. Et on peut aussi, donc je peux sans rien écrire de plus en code, lui demander si et il va renvoyer le meetup en question en JSON. Après on peut aussi, il y a certains cas, ça m'est arrivé 2-3 fois quand même, leur ORM il est bien gentil, mais quand on a des cas un peu particuliers, du type un jour j'avais un client qui voulait importer des CSV dans une base de données qui avait des volumes absolument monstrueux, c'était une catastrophe, on a fait ça en Laravel et ça a bien fini par se passer, mais il y a certains cas où on a débrayé de l'ORM et où on utilisait la couche qui est juste en dessous, qui est du coup une classe qui s'appelle DB et qui permet d'écrire des requêtes qui ont à peu près la même tête que ça, mais qui les envoie directement sans charger les modèles, etc. Donc il peut renvoyer des tableaux associatifs, c'est un PDO avec une syntaxe un peu améliorée. Après, du coup, on va parler des vues. Donc, au départ, je me servais pas mal de Smarty. Donc, j'ai entendu tout à l'heure que bon, forcément, tout le monde en avait un peu marre de ce truc-là. Donc, Laravel a proposé un moteur alternatif qui s'appelle Blade, qui est un moteur de template qui franchement ressemble à Smarty, à tout le reste. Clairement, ils ont un peu tous la même tête. En framework CSS, on va vous proposer par défaut d'avoir parce que du coup, quand vous installez Laravel, au début, vous avez forcément des vues, etc., qui sont déjà configurées. Il va y avoir un Twitter Bootstrap. Là, ils sont en train d'intégrer Bootstrap 4, du coup. Mais bon, a priori, il y a des gens qui grincent des dents parce qu'ils n'aiment pas que ça avance trop vite non plus. Donc, ils sont en train de tester, voir ce que ça pète et faire de la doc pour expliquer comment migrer de l'un à l'autre, etc. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. Donc, on a un Webpack par-dessus qui est préconfiguré, préinstallé, etc. Et Laravel a eu la bonne idée de proposer une surcouche à Webpack qui s'appelle Mix. Donc on en parlait tout à l'heure, le problème qu'avec ça, et le reproche qu'on fait souvent à Laravel, c'est que vu qu'ils vous tiennent par la main aussi au niveau de Webpack, moi par exemple, je comprends strictement rien à Webpack. Chaque fois que je mets la main dans un fichier de config Webpack, j'ai l'impression de rien comprendre à ce que je fais toute la journée. Par contre, je m'en sers tous les jours et ça se passe très bien. Et c'est mon serveur de prod qui fait les builds avant de faire les releases, etc.
Ensuite, en framework JS, on a par défaut Vue.js qui est pas installé par défaut, mais qui est extrêmement facilement installable et imbricable avec tout le reste. Donc Vue.js, quelqu'un en fait un peu? Ah ben voilà, on va quand même arriver sur des trucs sympas. Alors je vous conseille de jeter un œil à Vue.js. Si vous aimez bien les trucs, après vous faites peut-être tous de l'Angular ou du React. Il y a de l'Angular et du React aussi? Ah, il y en a déjà un peu plus. Voilà. Bon, alors Vue.js, c'est un compromis entre le PHP qui envoie du HTML, qui est tripoté après avec jQuery, et le gros framework qui est entièrement basé là-dessus, du style Angular et React. En gros, c'est des petits composants qui ont un state. Quand je change les valeurs de variables, ça change le state. Du coup, ça adapte l'affichage de la page. Mais je peux intégrer ça sur n'importe quel site. Ce qui fait par exemple que mon associé, qui est vachement branché référencement, me téléphone pas toutes les 5 minutes chaque fois que je fais une release parce que j'ai des pages qu'on peut pas indexer malgré la lib qui était censée permettre ça, etc., etc. Et j'ai quand même des interfaces entièrement qui répondent aux événements qui se passent, etc. Et ils ont poussé le délire assez loin. Et là, du coup, depuis Laravel 5.5, quand j'installe mon boilerplate, je peux choisir entre utiliser Vue ou installer un Angular ou un React. Après, ne me demandez pas quelle version des deux, j'ai pas regardé, mais a priori c'est quelque chose qui avance. Ils sont pas bloqués sur Vue.js non plus, mais c'est vrai que pour moi qui faisais pas mal de jQuery avant, ça m'a quand même permis de mettre la main dedans sans non plus passer des siècles et des siècles à prendre en main un framework JS entier. Point. Donc juste un petit exemple de Template Blade pour voir un peu la tête que ça a. Bon, je me doutais bien que ça serait en petit, mais de toute façon on vous enverra la presse, on vous mettra la presse à dispo après, avec des slides en plus, avec des bouts de code que j'ai volontairement enlevé pour pas qu'on passe la soirée à se montrer des bouts de code alors qu'on a bossé toute la journée et qu'on n'est pas forcément dans l'ambiance. Donc on peut définir des sections, on peut injecter du contenu dans les sections. Ça c'est le layout du site, donc c'est le layout master, mais je peux en créer autant que je veux. Chacune des vues va utiliser un layout qui peut lui-même étendre un autre layout. On n'a pas de distinction forte entre les deux. Et du coup, ça permet de créer des pages avec tout un tas de morceaux de bidule et de pas trop se prendre la tête. Je vous fais pas le délire de ce que c'est qu'un moteur de template. J'imagine que vous êtes un peu au-dessus de ça. Donc théoriquement, après, avec ces composants, les modèles, les vues, les contrôleurs, je vous en parle pas parce que bon, c'est des contrôleurs, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Même si il y a moyen de générer des contrôleurs RESTful, par exemple, quand on crée un modèle, je peux lui dire, je vais vouloir un modèle, je sais pas, invoice, par exemple, je vais bosser sur ma facturation. Avec le modèle invoice, il va me falloir une migration, il va me falloir un contrôleur, et le contrôleur, je le voudrais en RESTful, s'il te plaît. Et Laravel me crée tout ça, et immédiatement, je tape mon artisan migrate, il va claquer la migration dans la base, et j'ai mon contrôleur qui marche, j'ai mes routes qui sont déjà définies, etc., etc. Donc une fois qu'on a bien avancé sur le code du site, on va pouvoir passer à la quality assurance, parce que c'est quand même important. Alors, du coup, là, c'est que c'est un des sujets sur lesquels je me suis vraiment dit que Laravel était cool, parce qu'en fait, au lieu de partir du principe que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire et que du coup, vous avez qu'à développer, balancer du code et qu'après, c'est plus votre problème, Laravel vous force plus ou moins à mettre le nez dans votre caca en vous disant s'il y a des trucs qui vont pas, c'est à toi de les régler. C'est toi le dev, c'est bien beau d'accuser le serveur, le truc, le machin, les specs, le marketing. En vrai, c'est toi qui code, tu peux régler ça, quoi. Donc il y a plusieurs bonnes pratiques qui sont mises en avant par Laravel. Il y a un PHP unit préinstallé, préconfiguré. Il y a des liens super faciles à faire avec Blackfire, c'est-à-dire que dans les Valet et Homestead, les agents sont déjà installés, configurés, etc. Et donc il y a un environnement de testing qui permet de ne pas utiliser en test la base de prod et l'inverse, ce qui serait encore plus dommage. Et il y a un composant qui s'appelle Laravel Dusk qui permet de faire des tests niveau browser. Donc en gros, ça se sert d'un Phantom.js, si mes souvenirs sont bons, pour faire tourner un Chrome en headless, pour faire des tests fonctionnels sur le site. Donc les scénarios de test, ça va devenir, ouvre la homepage, clique sur le bouton me connecter, mets tel truc dans le champ login, mets tel truc dans le champ email, clique sur le bouton login, et à partir de là, attends jusqu'à la réponse de la page. Déjà, dis-moi combien de temps la page a mis à répondre, parce que ça peut quand même avoir une importance. Et de deux, vérifie que tu vois bien tel message d'erreur, parce que le login et le pass que je viens de donner, en fait, ils correspondent pas à un utilisateur. Et du coup, on peut faire 1 million de scénarios comme ça, c'est interminable. Je pense que sincèrement, il y a 10 fois plus de scénarios à tester que dans des tests unitaires classiques. Mais ça permet, une fois qu'on a ça, le framework de test Dusk qui est bien, où tous les tests sont écrits, je sais qu'il n'y a absolument aucune possibilité pour qu'un composant de mon site se comporte pas comme je voulais au départ. A priori, du coup, c'est basé sur Chrome Driver par défaut, mais le driver peut être changé. Je sais qu'il y a des gens qui bossent pour intégrer des drivers qui ressembleraient plus à des navigateurs mobiles pour pouvoir faire aussi des tests de responsive.
puisque du coup, on peut aussi tester des sélecteurs CSS sur la page pour dire, par exemple, vérifie que la navbar, je charge la page avec un tout petit device, vérifie que la navbar c'est bien collapse. Et ce qui permet de tester encore plus de choses. Il y a un service aussi qui s'appelle Mailtrap. Est-ce que quelqu'un connaît Mailtrap? 4 ou 5, c'est parfait. Ah, mais au moins, je peux vous garderez de petits trucs de mon talk. Donc Mailtrap, c'est un service qui règle le problème de « Ah, j'envoie un mail, ah merde, j'étais en dev, j'ai envoyé le mail au client pour de vrai ». Voilà, ça c'est fini grâce à Mailtrap. En gros, vous vous inscrivez sur le site, il y a une version gratuite qui suffit amplement. J'ai fini par prendre la version payante parce que j'avais besoin de plusieurs mailbox en fonction de plusieurs projets, etc. Mais en gros, leur délire, c'est de dire on vous donne des identifiants SMTP, vous les mettez dans votre point local, testing, pré-prod, etc. Et à partir de là, eux, ça crée des boîtes mail virtuelles. En gros, où chaque fois qu'ils ont un envoi de mail qui arrive sur leur serveur SMTP, ils le stockent dans leur base et ils ont fait une interface type webmail où vous pouvez consulter les mails qui auraient dû partir, alors qu'en fait, les mails ne sont jamais partis. Donc ça règle le problème de if, testing, zen, tout égal, machin, pour mettre votre adresse à vous en dur dans le code pour éviter que justement le mail parte au client, etc. Franchement, qui a déjà envoyé un mail qui devait pas parce qu'il était sur un site en dev? Voilà, bon, ça va, ok. Bon, mais donc c'est pas complètement débile. Regardez Mailtrap, franchement, c'est pas mal, ça règle pas mal de problèmes. Et après, du coup, il y a Blackfire qui est mis en avant aussi. Donc je vous le fais en super simple, puisqu'a priori, chez Symfony, vous devez connaître ça. C'est ça, t'as un badge Blackfire aussi, c'est ça? Il me semble. Ouais, ça fait partie des trucs que vous utilisez pas mal. Donc Blackfire, c'est un agent installé sur le serveur qui va exécuter le code. En gros, il fait un profiling super complet de tout ce qui se passe dans le script, de ce qui prend du temps, des accès disques, de l'utilisation de la mémoire, etc., etc. Ça permet d'alléger la charge de son code, d'optimiser son code au maximum. Et une fois qu'on a testé que tout marche bien, il est l'heure de passer en prod. Avec le T à la ligne. Moi, j'aurais dû faire un peu de QA sur la presse, ça aurait pas été du luxe. Donc pour la mise en prod, Laravel aussi s'est dit bon ben on va aider les gens parce que du coup mise en prod, donc on a fini de développer, c'est le moment où je vais enfin mettre mon projet en ligne pour pouvoir envoyer des gens dessus. Donc ils se sont dit du coup on va découper ça en deux parties. Il y a d'un côté le provisioning du serveur parce que tout le monde fait pas du Docker de manière super évoluée et compagnie. Donc il faudrait quand même qu'on arrive à installer les prérequis de Laravel sur un serveur pour que le type puisse mettre son site en ligne en 2 minutes sans passer 2 heures dans la configuration à oublier des extensions PHP, des trucs comme ça qui font qu'on a une erreur en prod, le dossier dans lequel on peut pas écrire, qui fait planter l'appli parce qu'elle peut pas écrire ses logs, tous ces trucs-là. Donc en gros, il y a un serveur qui s'appelle Forge, qui est fait directement par Taylor Otwell, qui est donc le créateur de Laravel. Alors ok, c'est un tyran, c'est lui qui décide tout, aucune décision se prend sans lui, c'est un reproche qu'on fait souvent à Laravel. Ok, certes, je comprends tout à fait l'argument. Par contre, jusqu'ici, ça marche plutôt bien. Et en général, les décisions qu'il prend, c'est pas super débile parce qu'il se sert des outils qu'il propose. C'est-à-dire que quand il fait un site quand il sort Forge, il est évident qu'il est fait avec Laravel. Et quand il participe au dev de Laracast, qui est un site de format de vidéo tuto sur Laravel, qui est mis à jour en permanence avec un abonnement à 9 € par mois, je crois. En gros, je vous ressors leur slogan, c'est Netflix, mais pour votre carrière. Donc en gros, ils ont plein de trucs différents, du style, ils ont des séries de vidéos super complètes, je crois qu'il y a 25 ou 30 vidéos, sur les fonctions que vous avez toujours pris de haut dans PHP Storm. Et perso, je me suis tapé toutes les vidéos, j'ai retenu un quart de ce que j'ai vu, mais j'ai déjà appris pas mal de trucs où je me suis dit, ah d'accord, on peut faire, ah le bouton là, c'est ce truc là. Et du coup, j'ai vraiment appris pas mal de trucs. Donc dans Forge, le principe c'est d'avoir une interface web qui permet de demander à ce qu'on configure des serveurs. Donc je réserve mon serveur, mon VPS, admettons chez OVH, je reçois le passroute, je le donne à Forge, il me donne un script à claquer sur le serveur qui fait un wget du script qui reprend les options de configuration que j'ai cochées sur le site et qui va installer tout ce qu'il faut derrière. Avant, je m'amusais avec du Chef, Puppet et du Fabric et ce genre de choses. Depuis que j'ai Forge, je touche pas à tout ça parce que du coup, j'ai même le droit dans Forge de créer des recettes que j'applique sur les serveurs. Par exemple, ajoute-moi un giga de swap, installe telle extension un peu exotique dont je sais que je vais avoir besoin pour ce projet. Et chaque fois que je veux une nouvelle instance du serveur, je peux lui dire, applique-moi la même conf que ce serveur-là, et il va me recréer il me recrée le serveur avec toutes les bonnes versions, etc. Et du coup, la deuxième partie, c'est le déploiement. Donc pour le déploiement, pareil. Moi, avant, je me servais beaucoup de Capistrano. Pour du coup faire quelqu'un connaît Capistrano? Ah ouais,
voilà. Bon, du coup, moi, je me servais pas mal de Capistrano. Donc, pour les 2-3 qui n'ont pas levé la main, c'est un système qui permet de faire des releases. Donc, quand je push du code, il y a tout un tas de vérifications, etc., qui se font sur le serveur. Et si toutes les vérifications se passent bien, il y a un lien symbolique qui change pour activer la nouvelle release. Du coup, Laravel a fait un peu la même chose. Clairement, je pense même que c'est peut-être même basé sur du Capistrano derrière. Mais en visuel avec une interface graphique sur laquelle sur le web, quoi, je clique sur mes boutons, ça configure tous mes trucs. Après, je peux faire du push to deploy par exemple, qui va lancer la batterie de tests unitaires et de test browser sur la nouvelle release avant de l'activer dans une base de testing. Je peux lancer autant de hooks que je veux pour avoir mes notifs, mes trucs, mes bidules, préparer tout, vider les dossiers de cache si ça m'amuse, redémarrer des services, etc., etc. Donc là, je pense que c'est là que ça va vraiment commencer à grincer les dents. Il reste pas longtemps, donc accrochez-vous, c'est bientôt fini, je vais vous laisser tranquille. On pourra revenir à Symfony de suite après. Donc là, j'ai fait 2 exemples de trucs volontairement un peu complexes, un peu chiadés, mais qui sont vraiment en prod sur des services à moi et qui marchent très bien et qui utilisent pas mal de trucs différents de l'écosystème Laravel. Puisque je vous rappelle que je considère que Laravel n'est pas juste un framework, mais vraiment une toolbox avec tout un tas de services autour qui sont recommandés par le créateur du framework qui a la main sur tout et qui décide de tout. Et du coup, quand il valide un service, on peut partir du principe en général, moi en tout cas, je pars du principe que j'aurai pas de problème avec. Et très sincèrement, je suis rarement déçu par un service qui sort. Donc là, du coup, on va faire un peu de texte. On va se le faire sympa. Donc le premier exemple, c'est sur soumettre.fr. On a une fois par an à peu près, vers la fin de l'année, donc vers la clôture d'exercice, on a à peu près 250 clients qui nous tombent dessus en disant mes consultants ont passé des commandes chez vous, je suis le comptable, j'ai pas reçu toutes les factures, est-ce que vous pouvez m'envoyer telle et telle facture? Et il faut aller se taper, d'aller chercher les factures dans l'admin et de les envoyer, etc. Donc on a fait un bouton qui permet de générer un zip avec toutes les factures dedans, dans lequel le comptable a qu'à aller cliquer. Donc quand le mec clique sur un bouton, Vue.js, on a défini une action sur le bouton avec Vue.js. Vue.js envoie une requête Ajax avec une lib qui s'appelle Axios, qui est, je sais pas si vous connaissez, c'est super simple à utiliser aussi, c'est parfait, quoi. Ça fait super bien le job. La requête, évidemment, passe par le routeur et est traitée par un contrôleur. Le routeur ajoute un job sur une queue. La queue, encore une fois, driver agnostique, je sais pas ce qui fait tourner la queue, mais j'ai pas besoin de le savoir. Ça peut être du Redis, du Beanstalk, du Memcache. De toute façon, le job arrive sur la queue. J'ai un système qui s'appelle Horizon, où c'est un composant avec notamment aussi un superviseur d'un côté et une interface graphique de l'autre qui permet de me faire tourner les workers que je veux et d'avoir des stats dessus et du reporting en temps réel sur ce que font mes workers et des stats sur les 2 dernières heures, telle tâche a pris tel temps en moyenne à s'exécuter. Donc avec ça, je crée 50 queues, une qui envoie les mails, une qui génère les PDF, une qui truc, une qui machin, et juste en regardant le dashboard Horizon, je vois quelles sont les tâches qui prennent le plus de temps à s'exécuter. Donc ça me permet de surveiller que mes tâches tournent toujours, parce que sur Soumettre par exemple, j'ai voulu volontairement faire en sorte que l'utilisateur n'ait pas à attendre, donc il y a énormément de jobs qui se passent en tâche de fond, notamment quand un utilisateur passe une commande, en fait il se passe absolument rien, à part le déclenchement de job qui finira par aller créer la commande. Donc oui, il se passe l'encaissement quand même. Du coup, l'avantage de ce genre de système, le job est relayé à un worker, donc qui va prendre le job en charge. Le job peut déclencher des événements. Sur les événements, j'ai un trait qui permet de le broadcaster. Quand je le broadcast, ça part soit sur socket.io, soit sur Pusher, sur tout un tas de services comme ça. Il y en a 5 ou 6 qui sont proposés par défaut par Laravel. La Echo, donc qui est le côté réception d'événements, a tout un tas de méthodes pour ça qui sont super, qui se définissent comme des routes en fait, pour savoir si l'utilisateur a le droit d'accéder à tel type d'événement et à tel événement en particulier. Donc en gros, je suis sûr que le type verra pas des notifs qui lui sont pas adressés. Et donc j'envoie mes événements, je peux en envoyer autant que je veux. Donc moi en gros, j'ai rien à faire de particulier puisque le job va envoyer un événement quand il est créé qui est traitement en cours. La page va recevoir le truc traitement en cours, le bouton télécharger mes factures va disparaître et devenir préparation du zip en cours. Et quand le job a fini de bosser, on va renvoyer un autre événement pour dire le truc est fini, je peux lui passer l'URL du zip dans l'événement et il va ajouter ça sur le bouton et le mec a plus qu'à cliquer pour télécharger son zip. Il me reste 40 secondes pour la dernière slide. Et du coup, la même chose avec un cron job. Alors là, du coup, c'est autre chose. Je suis en train de monter un service où en gros, on fait des exports de scrap Amazon. Donc en gros, on va récupérer sur Amazon les ratings de tous vos concurrents sur les mêmes produits que vous, etc. Et du coup, il faut faire un suivi. Pas que ça dans le tout. On va faire un suivi de qui monte et qui descend dans les notes que les utilisateurs donnent. Donc le principe, c'est qu'on a un crawler qui tourne, qui nous fait des CSV, qui nous les met sur le serveur. On a un cron job qui se lance grâce au scheduler d'Amazon, qui est
truc qui est dans l'artisan aussi, qui permet d'avoir une syntaxe qui peut se vanter de se rappeler toujours par cœur de la syntaxe d'une cron tab normale quand vous l'éditez à la main. Ok, super, 4 ou 5 personnes. Ok, très bien. Moi, c'est fini, j'ai arrêté d'essayer. Du coup, j'ai des trucs, je peux mettre... j'ai une méthode weekly qui va déclencher la commande une fois par semaine, une commande hâte qui va permettre... une méthode hâte qui va me permettre de spécifier une heure. Je peux lui dire every day except Monday, et il va le lancer tous les jours sauf le lundi, etc., etc. Du coup, le cron job, le scheduler déclenche une commande, la commande ajoute un job comme tout à l'heure, on passe par Horizon, le job lit un fichier qui peut être en local, sur Amazon S3, sur une Dropbox, sur Rackspace, sur un peu n'importe quoi. Il y a tout un tas de drivers pour des gens des fournisseurs d'espace disque, on va dire en gros. L'update du modèle, on a bien un événement dessus qui fait qu'on a de toute façon, sans avoir besoin de penser à le mettre à ce moment-là, on a un événement qui est déclenché avec le fait que l'user a été updated. Et vu que je reçois l'ancienne version du modèle en même temps que la nouvelle, je peux directement faire une comparaison pour savoir si la note a baissé ou pas et envoyer un mailable. Donc un mailable, c'est une surcouche en gros, c'est un cas particulier d'un événement qui est un événement qui va déclencher un mail. Et donc du coup, vu que dans mon événement, j'ai des mailables, en fonction de la différence, est-ce qu'elle est positive ou pas, je vais envoyer soit un mail avec un pouce vert pour dire bravo, t'es monté, soit un mail avec un pouce rouge pour dire bouh, bouh, tu descends. Une fois le job fini, il déclenche une notification. Notification, c'est pareil, artisan, make, notification. Il me crée la notification, et dans la notification, j'ai qu'à lui donner, par exemple, soit l'URL d'un hook, d'un truc que je veux déclencher, soit juste le nom du channel sur Slack sur lequel je veux la mettre, et après, j'ai des méthodes que je peux rajouter, qui permettent de choisir l'icône, le nom du bot, etc., etc. On a la même chose pour les mails. Du coup, c'est Swift Mailer qui balance les mails derrière les coulisses. Et par contre, du coup, Laravel a fait une surcouche, comme d'habitude, qui permet d'avoir des overrides, où du coup, dans mes fichiers de conf, j'ai mes expéditeurs par défaut, etc. Et sur chaque mail que j'envoie, je peux décider de mettre un autre expéditeur, un autre sujet, un autre reply to, etc., etc. 42 minutes. 42 minutes. Donc j'espère que je vous ai pas trop embêté à vous parler de Laravel. J'espère même presque que je vous ai donné envie de jeter un œil à ce que ça peut donner. Vraiment, pour moi, la force vraiment majeure de ce framework, c'est de permettre à quelqu'un seul de faire déjà du gros boulot assez rapidement. C'est-à-dire que Soumettre, j'ai bossé dessus pendant à peu près 6 mois. Aujourd'hui, on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Et je suis le seul développeur, on commence à bosser avec des freelances, donc on a renforcé l'équipe, etc. Mais au départ, j'ai vraiment dû jouer la One Man Army sur le projet, et très franchement, ça s'est super bien passé, et je suis pas absolument persuadé que j'aurais réussi à avancer aussi vite avec un framework qui me tenait moins par la main. Voilà, c'était ma petite conclusion. Vous voulez poser des questions maintenant ou on se le fait pendant l'apéro? Vous avez des questions? Allez, bon, allez, question. Allez. Je précise tout de suite que je répondrai pas aux questions qui sont trop trolls. C'est quoi déjà les noms des deux outils que tu utilises pour le provisioning et l'autre truc qui est lié? Forge et Envoyer, et Envoyer. Et de toute façon, comme je disais tout à l'heure, on vous mettra à disposition une presse avec justement tous les liens, les ressources, des exemples de code, une presse plus complète et plus imbouffable. Juste pour savoir le prix de Forge, justement. Alors le prix de Forge, je crois me souvenir de mémoire, je sais plus exactement, mais je crois que c'est un truc genre 19 € par mois. Et nombre de serveurs illimité. C'est-à-dire que très souvent, Laravel, les services qui sont autour de Laravel sont proposés sur un modèle d'abonnement. En gros, ça tourne autour de entre 10 et 20 € par mois et il n'y a pas de limitation dessus. Donc il n'y a pas de service où le prix va finir par s'enflammer parce qu'au final, j'ai besoin de gérer 50 serveurs avec. Parce que l'appli avec le scrap Amazon, il commence à y avoir un peu d'archi derrière. Je sais très bien que de toute façon, Forge va me suivre et je ne vais pas devoir calculer le prix à l'avance. C'est toujours un prix fixe. Alors oui, alors il y a beaucoup de, il y a quand même pas mal de trucs qui sont payants. C'est toujours des sommes qui sont relativement raisonnables. Enfin, il n'y a pas grand chose qui est cher. Le seul truc qui est vraiment cher, c'est Spark par exemple, qui est un boilerplate avancé qui permet de gérer sans rien faire, authentification, paiement one shot avec Stripe et 4 ou 5 autres trucs,
et abonnement, donc avec prélèvement récurrent, qu'est-ce qui se passe quand le mec veut changer de plan pendant son abonnement, qu'est-ce qui se passe si le mec annule son abonnement au milieu du mois, on le laisse aller jusqu'au bout du truc, et ça coûte 100 € par site, je crois, mais j'ai déjà monté un petit truc avec, et en gros j'ai eu à rajouter 2 modèles et 2 vues pour que ça fasse le job, quoi. Qu'est-ce que tu penses de Lumen? Dans quel cas l'utiliser, pas l'utiliser? Alors Lumen, j'ai pas encore eu l'occasion de m'y frotter pour de vrai. Lumen, c'est le mini framework de Laravel qui sert uniquement à faire des API en fait. Et du coup, j'en ai pas encore eu besoin parce que le seul truc sur lequel j'ai fait une API, c'est soumettre. Parce que du coup, quasiment tout est fait avec Vue.js, donc avec des appels Ajax derrière, etc. Et du coup, j'avais besoin d'une API, donc on a fait l'API complète avec ça. J'ai pas testé Lumen. Donc franchement, je peux pas te dire. Mais ça pourrait s'envisager. A priori, j'ai eu des bons retours dessus. Et ben c'est la même chose sans les vues en fait. Après on arrête. Des outils que tu as parlé, même si c'est sur abonnement, est-ce qu'ils sont libres, auto-hébergeables sur sa machine ou dans son infra? Généralement non. Voilà, désolé, on finit sur une mauvaise note. Merci. Donc on se fait la deuxième conférence, à peu près une deuxième présentation, à peu près 35 minutes. Et après on se retrouve tous pour discuter ensemble à l'apéro. Coucou, c'est bon? C'est bon, j'y suis bien. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter Expression Language. Avant, vite fait, je parle vite fait de moi. Donc, je travaille ici, avec Odata. Je suis lead développeur. Il y a mon Twitter et mon Gmail, si jamais, au cas où. Ça sert à rien, je sais pas. Donc, Expression Language, on commence direct. C'est un composant Symfony. Donc ça, c'est la description de la doc. Hein. J'ai pas tout le monde qui l'a inventé. Qui permet donc de compiler et d'évaluer des expressions et qui sert notamment pour la configuration, mais aussi pour l'implémentation de règles métiers. C'est surtout ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc voilà quelques exemples de l'implémentation d'Expression Language dans Symfony qui existe déjà et qui est déjà possible de faire dès que vous avez Symfony. Indirectement, quand vous avez le routing par exemple, vous pouvez le faire dans Laravel aussi.
parce qu'il y a la Symfony Routing dedans. Donc on peut récupérer un service et directement exécuter une méthode de ce service directement. On peut récupérer les paramètres. On peut mettre donc des conditions sur le routing, avec des regapes sur le Zeragen par exemple. On peut utiliser pour la sécurité dans les contrôleurs. Donc directement vérifier que l'utilisateur a bien ce rôle-là ou plusieurs, parce qu'après c'est des expressions, donc on peut mettre des and, des or, tout ça. Et on peut l'utiliser aussi pour la validation. Donc là par exemple je valide rapidement que ma date de début est bien inférieure à ma date de fin. Parce que des fois c'est mieux quand même. Donc comme je disais, c'est aussi dans la Laravel, puisque ça dépend de Symfony Routing. Et c'est aussi, je m'en suis aperçu récemment, dans JMS Serializer, puisqu'on peut faire avec des expressions, on peut faire des exclusions directes. Donc ça, perso, j'ai pas encore trouvé l'intérêt, mais je vous le dis, ça peut servir. Ensuite, donc, pour présenter donc, le cas dans lequel on a utilisé Expression Language, je vais vous présenter rapidement ce qu'on fait chez nous. Donc on fait principalement des opérations marketing, qui vont des offres de remboursement aux coupons de réduction. Nos offres de remboursement, c'est par exemple les 50 € offerts de réduction sur le téléphone que vous avez acheté, des conneries comme ça. On a un service logistique qui permet de faire l'expédition des dotations qui sont éventuellement gagnées lors des jeux promotionnels. Et on fait aussi de la collecte de données pour nos clients qui vont avoir besoin, par exemple, de récupérer une liste de mails, etc. Je vais juste régler. Donc, les jeux, ce sont des jeux promotionnels, ce ne sont pas des jeux vidéo. Donc, l'utilisateur n'a aucune interaction réelle avec le jeu. Ça va être des roues de la fortune, ça va être des jackpots, par exemple. Donc, il clique, il lance le jackpot et si ça s'aligne, c'est bon. Si ça ne s'aligne pas, il a perdu. Ces jeux permettent en général de gagner soit une dotation directe liée à ce qu'on appelle un instant gagnant. Donc, il arrive à un moment, à un instant T, et il va gagner ou pas la dotation, ou à des tirages au sort qui seront faits après. Ensuite, je vais vous présenter donc le scénario modèle et très simplifié de nos opérations, de nos jeux. Donc on a d'abord une page d'accueil dans laquelle l'utilisateur va pouvoir accepter le règlement et cliquer sur jouer pour passer à l'étape d'après. Ensuite, on a une page d'inscription ou d'identification. Identification qui fonctionne éventuellement avec un web service du client où il peut s'identifier et remplir tous les champs s'il veut tous les taper ou qu'il n'a pas de compte. Oups, je vais trop vite, pardon. Attendez, allô? On va les gouttes, hein? C'est bon. C'est bon, voilà. C'était un gif animé en fait. Donc ensuite, après la page d'inscription, il va avoir la page où il renseigne sa preuve d'achat. Donc ça va être éventuellement un code qu'il a écrit sur un ticket de caisse ou un code de bon de réduction, des conneries comme ça, des codes qu'il peut avoir n'importe où. Ensuite, on a l'animation, donc comme je vous disais, donc là c'est une roue de la fortune, donc il clique sur jouer, ça tourne et éventuellement ça va tomber sur gagner ou pas. Donc là, dès que les X-Wing sont en place, c'est bon, j'ai gagné. Après ça, on a l'avant-dernière page qui est la page de confirmation, dans laquelle il va confirmer donc, les coordonnées qu'il a mis avant et renseigner son adresse, puisque dans le cas d'une notation physique, on va lui envoyer chez lui, donc il faut bien qu'il mette son adresse, sinon on ne l'a pas. C'est quand même plus pratique. Et enfin, on a une page de remerciement dans laquelle on récapitule la dotation qu'il a gagnée, les boutons de partage de réseaux sociaux, etc. Mais ça, c'est vraiment le scénario ultra simplifié. On est rentré après dans des cas beaucoup plus complexes, où on a par exemple, en amont donc, de la première page, on a ce qu'on appelle la préinscription, qui sert notamment pour récupérer les données du site externe. Donc par exemple, l'utilisateur va faire une commande sur le site de son Drive, et après il va avoir un lien, profiter d'une dotation, possibilité de gagner un voyage ou des conneries comme ça. Il va cliquer, et là, on va récupérer en get ou en post, éventuellement, les données fournies par le client. Donc ça va être le numéro de commande, l'email, le nom, le prénom, plusieurs informations. Donc celle-là, elle est facultative. Hein. Des fois, ils peuvent tomber directement sur la home s'ils connaissent l'URL. Ensuite, la home, donc ça on l'a vu, il accepte le règlement.
Ensuite, la page d'identification et d'inscription, elle est passée s'il est préinscrit, puisqu'on a déjà son mail, on a déjà son prénom, etc. Donc on dit, pas besoin de s'identifier. Ensuite, la page de preuve d'achat, pareil, elle n'est pas obligatoire, puisque s'il a un numéro de commande, on considère que c'est ça sa preuve d'achat. C'est la commande qu'il a faite sur le drive ou sur le client, sur le site externe, qui est sa preuve. Donc du coup, on ne lui demande pas. Ensuite, l'animation, pour savoir s'il a gagné ou pas. Et enfin, la page de confirmation qu'on va afficher uniquement s'il a gagné la dotation, ou pour les tirages au sort. Puisque s'il gagne rien, on s'en fout de lui envoyer quelque chose, donc on s'en fout de son adresse. Pour faire simple. Et enfin, la page de remerciement qui, elle, s'affiche tout le temps. Donc pour gérer tout ça, nous, on avait besoin d'en gérer plusieurs de jeux. On ne gère pas un seul jeu qu'on monte, qu'on développe, et c'est fini. Le but, c'était d'en gérer plusieurs. Donc on a monté une plateforme, un back-office, qui permet de gérer tout ça. Puisque le but, c'était que les chefs de projet, et donc pas un développeur, configure et crée les jeux depuis le début, de zéro et jusqu'au bout. C'est uniquement un chef de projet qui le fait, pas du tout un développeur. Donc les besoins fonctionnels, c'était, donc, comme on l'a vu, de conditionner l'affichage de page, parce que là je vous ai dit, on passe pas la page si on est déjà inscrit, etc. Mais potentiellement, la page de confirmation, par exemple, elle s'affiche tout le temps. On est dans le cas d'un tirage au sort, on ne sait pas si le consommateur, l'utilisateur va gagner la dotation, donc du coup on est obligé de lui demander son adresse. On va avoir possibilité de conditionner l'affichage de champs, puisque par exemple on va avoir le champ date de naissance parfois, le champ adresse par exemple. Des fois on ne va pas demander l'adresse parce que ça va être une dotation qu'on va envoyer par mail, un lien vers quelque chose, des conneries comme ça. On va pouvoir conditionner la possibilité de rejouer, parce que potentiellement sur la page de remerciement il y a un lien pour rejouer et recommencer et pouvoir, avec une autre preuve d'achat, retenter sa chance. Et on va voir ce qui nous intéresse le plus chez nous, c'est le dédoublonnage, puisque vous avez dû le voir certaines fois, mais certains jeux, certaines opérations sont accessibles. C'est genre, par exemple, une participation par foyer. Donc nous, on va avoir besoin de dédoublonner. Le foyer, c'est l'adresse, le code postal, etc. Mais on peut avoir d'autres critères. On peut le limiter à une participation par numéro de carte fidélité, par commande, etc., etc. Donc, à partir de ces besoins, donc surtout le dédoublonnage, les besoins exacts, c'est le nombre de max. Donc ça peut être une participation pour foyer, mais ça peut être 12, 20, j'en sais rien, 2000. On a besoin de savoir aussi des critères, puisque donc, je vous dis par foyer, donc c'est l'adresse, mais ça peut être sur l'email, ça peut être sur le numéro de téléphone, ça peut être sur le numéro de carte FID. On a besoin de savoir l'étendue, de savoir sur quelle durée ça porte. Est-ce que ça porte sur toute la durée de l'opération et du jeu? Est-ce que ça porte sur une seule journée, etc. Donc ça, c'est partie des critères de sélection. On avait besoin de savoir combien de fois il a gagné, parce que des fois, vous avez le droit de gagner qu'une seule fois ou 2 fois par adresse, hein, toujours pareil. Ou des fois aussi selon son origine, donc selon s'il vient de tel ou tel site. Hein. J'allais faire une blague, mais je n'ai pas envie de la faire. Bon, c'est pas du tout son origine de là où il est né, tout ça. Voilà, c'est pas du tout ça, c'est vraiment le site. Hein, c'est... T'as raison, fallait pas la faire. Merde, tant pis. J'en fais tout le temps comme ça. Donc, nous, d'un point de vue technique, on a besoin d'une solution qui soit très puissante pour pouvoir gérer tous ces cas-là, qui soit administrable, puisqu'on a un back-office, et on voulait que ça ne soit pas le développeur et que ça ne soit pas juste des cases à cocher, donc on voulait quelque chose de bien administrable, qui demande très peu de développement, puisqu'on ne voulait pas développer à chaque fois une nouvelle fonctionnalité pour gérer le fait que d'un coup on passe, c'est plus l'email, c'est l'adresse, d'un coup c'est plus ça, c'est plus ça. Et bien sûr, il se met en veille, ce con. Voilà, c'est bon. C'est bon, il est revenu. Il va faire ça encore 2-3 fois. Et on voulait aussi anticiper les futurs besoins du client, qui parfois sont un peu tordus, parce que on a bien compris dès le début du développement que le client allait changer d'avis à peu près 14 fois, et il a changé d'avis à peu près 14 000 fois. Donc on a commencé à chercher des solutions. Il y a les solutions dites classiques de mettre un champ texte, mettre une liste déroulante, des checkbox, des radios. Ça c'est bien, mais c'est un petit peu trop limité et fixé, puisque du coup, en ce qui concerne, on a juste un champ texte pour dire le nombre de participations, des listes déroulantes, etc. C'était bien, mais ça ne répondait pas à nos besoins, ni besoins fonctionnels, ni besoins techniques. Bon, par contre, gros avantage, c'est que c'est compréhensible. Tu as ton champ, tu as écrit 3, tu sais que c'est 3 max. Donc du coup, on a commencé à penser à des solutions. On s'est dit, on va avoir besoin de trucs compliqués, est-ce qu'on ne ferait pas un champ texte area, on écrit du PHP, et on l'évalue, et bon...
On a pensé aussi à uploader directement le fichier PHP. Les chefs de projet l'écrivent, le upload, nous on le lit, on l'évalue encore une fois. Et on a pensé au système de requête maison. Mais bon, tout ça autant dire que non, parce que problème de sécurité, c'est quand même compliqué, donc on s'est dit... Tu vois pas bien, Nico? Donc on a commencé à chercher des solutions plus intéressantes. On est tombé sur OARuler. Donc OARuler, je ne sais pas si quelqu'un connaît, c'est comme Expression Language. Sauf que dans les défauts, déjà c'est une librairie externe, donc c'était pas inclus déjà, donc on s'est commencé à se dire c'était un peu chiant. Et surtout, on avait une dépendance technique avec PHP 5.6, puisque à l'époque, nous, le projet, on développait en 5.4. On est passé en PHP 5.6 pour ça, qu'au final, on ne l'a pas utilisé. Hein, mais ça nous a permis de passer en PHP 5.6, les admins étaient contents. On a besoin de ça, ils ont fait le point d'accord, on le fait. Par contre, c'est pas pour les newbies, c'est pas pour les débutants. Il faut quand même avoir un minimum de compréhension dans le code. Il faut savoir en faire. Mais c'est très puissant, c'est très bien documenté. Pour l'avoir regardé pendant une petite demi-journée, la doc est quand même très bien faite. C'est évolutif parce que du coup on peut rajouter nos propres fonctions, des fonctions métiers. On peut rajouter facilement plein d'éléments comme ça. Et c'est relativement compréhensible parce que c'est une expression. Donc l'expression, même si c'est de l'anglais, etc., c'est quand même compréhensible, surtout si les fonctions sont claires. Ensuite, on est tombé sur Expression Language. Alors, c'est exactement les mêmes avantages que OARuler, sauf que c'est un Symfony Component. Ça marche aussi, c'est en anglais. Mais il y a un composant Symfony qui était déjà inclus sur nos projets, parce qu'on est déjà en Symfony. Donc, du coup, on s'est mis à l'utiliser. Comment mettre en place Expression Language? Donc ça, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer. Vous allez lire la doc, c'est relativement simple. En une demi-journée, une journée, vous l'avez mis en place. Surtout que c'est déjà installé. Si vous avez Symfony ou même Laravel, c'est déjà installé. Donc, l'installation, vous n'avez même pas à la faire. Par contre, ce qui est, je pense, un peu plus intéressant, c'est ce que nous, on a mis en place de notre côté pour le faire fonctionner. Tout d'abord, on a mis en place donc, une surcharge de la classe Expression Language pour ajouter nos propres fonctions standards. Donc là, par exemple, le intersect, le count et le date. Donc voilà un petit exemple. Je vais passer rapidement, on s'en fout des détails. Donc c'est relativement court pour rajouter une fonction. Ensuite, on a créé un service, donc notre propre service, qu'on a appelé Ruler, parce que du coup, on avait commencé un peu à le faire à cause de Ruler, donc on a gardé le terme Ruler, puis ça m'a permis de bien différencier la classe Expression Language et le Ruler, dans lequel on instancie systématiquement la classe Expression Language, et on rajoute notre propre fonction métier cette fois. Donc on a bien séparé les fonctions standards et les fonctions métiers. Ça c'est celle d'après. Donc voilà rapidement une bout de code. Nous, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on évalue une règle, une expression, on utilise tout le temps les mêmes données. C'est toujours les données de la participation du consommateur. Donc du coup, il n'y a pas besoin de se faire chier à passer, on passe l'expression. C'est notre service qui s'occupe de les récupérer les données. Du coup, c'était beaucoup plus simple pour nous. Côté back-office, on a rajouté un petit champ un petit peu plus stylé pour bien remarquer que c'était un champ de type expression, de type règle. Donc bon, là on voit peut-être pas très bien, mais c'est un petit peu jaune orangé, là, le warning de Bootstrap. On a mis le lien vers la doc directement. Bon, c'est un exemple de code, hein, mais d'ailleurs il y a une faute. Elle n'est pas valide celle-là. C'est bien, ça introduit bien ce qu'on a rajouté après. On a rajouté un validateur. Donc parce que à partir du moment où de toute façon, même nous en tant que développeurs, on fait souvent des erreurs de syntaxe. Alors je vous laisse imaginer des chefs de projet. Ça arrive plus simplement, hein, même en sachant coder, on en fait. Donc on a rajouté un validateur. Vous voyez, le validateur, c'est vraiment que ça. Hein. On utilise la méthode parse, on capture l'exception, et c'est bon. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on a fait l'erreur de syntaxe. On ne s'est pas fait chier à traduire non plus, parce que traduire les erreurs comme ça, on n'avait pas envie. Et puis si quand ils ne comprennent pas qu'il y a des erreurs vraiment un peu compliquées, ils nous appellent, ils nous copie-collent le truc, et nous on va voir. Et on a fait donc une douzaine de pages enfin même plus qu'une douzaine maintenant, de pages de documentation sur le fonctionnement et comment l'utiliser. Et en une demi-journée de formation au chef de projet pour apprendre à comprendre les règles. Donc pas les écrire from scratch, mais vraiment les comprendre. C'est un peu comme une langue étrangère. Hein. Une fois que vous avez fait un peu d'anglais, vous êtes capable de le comprendre. Par contre, le parler, c'est pas pareil. Là,
C'est pareil. Maintenant, comment nous on l'utilise? Pourquoi? À quel endroit? Donc on l'utilise, donc, comme on a vu, pour afficher ou pas un groupe de champs ou des champs. Donc encore une fois, les exemples, date de naissance, des conneries comme ça. Pour afficher ou passer une page, parce qu'on a vu la page de confirmation qui est affichée que si l'utilisateur a gagné. Donc ça, c'est des règles qui sont définies côté back-office, parce que ça va dépendre du jeu, des fois on affiche, des fois on n'affiche pas. Pour le dédoublonnage, on va utiliser aussi ça. Et pour la validation. Certains formulaires utilisent des règles d'expression pour valider ou non la preuve d'achat. Par exemple, la preuve d'achat, parce que c'est un exemple. Donc voilà un peu des exemples d'expressions. Donc là, c'est les simples. Donc on peut faire très bien écrire false. Par exemple, on ne veut jamais afficher le champ date de naissance ou la page. On met false, on l'affiche tout le temps, mais tout, ça marche aussi. La deuxième, on vérifie que le numéro de commande est nul. S'il est nul, on fait ça. S'il n'est pas nul, on fait ça. Le unique complement code, donc ça, c'est une fonction maison. Non, tu le connais pas, ça te rappelle quelque chose. Qui permet de vérifier que la preuve d'achat est unique. Ensuite, on vérifie donc s'il est identifié ou inscrit. Bon, c'est toujours ce genre de règles. Et la dernière, c'est notre fonction métier qui permet, pour le dédoublonnage. Donc là, on va vérifier qu'il a bien fait une seule participation sur la journée avec le même email ou la même carte file. Donc des règles un petit peu plus complexes. Donc là, on commence à rajouter des IND, des OR et compagnie comme ça. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la première, grosso modo, on vérifie le numéro de commande supérieur à 25, le montant de la commande supérieur à 25, et puis la droit de participer 5 ou une fois selon certains critères. Donc vous voyez, on peut combiner. Donc là, là j'en ai 5, là j'en ai une en fonction d'un autre critère. Donc ça permet de faire ça. Si on avait fait le back-office simple avec juste un champ texte pour le nom, on n'aurait pas pu faire ce genre de truc. Et le deuxième, c'est pour valider le code de preuve d'achat avec un algo un peu compliqué du client. Tu te rappelles, Pascal? Et la grosse expression qui existe vraiment, qui a vraiment été mise en place. Alors là, je voulais formater parce que pour voir à peu près ce que ça donne. Donc grosso modo, ça fait à peu près la même chose. Il y a du code qui est copié, mais on ne peut pas faire de variable, donc voilà. Grosso modo, c'est pour afficher un élément que lors du dernier passage du consommateur sur la page de remerciement. Donc en gros, on a utilisé, et là c'est le petit chapeau qui est là, qui permet de faire un XOR, puisqu'on peut faire du XOR aussi. Donc c'est là où ça commence à être vraiment puissant, Expression Language, ou à Ruler, parce que c'est pareil, avec Ruler on peut faire pareil. C'est qu'on peut faire des codes relativement compliqués, des options relativement compliquées, selon le besoin. Celle-là, c'est quand je l'ai sorti, j'étais bien content de la sortir, celle-là, pour répondre aux besoins. Donc voilà pour les exemples. On s'en est servi aussi pour faire de la refacto. Donc le bout de code en bas, il rentre pas, c'est volontaire, c'est parce qu'il est très très grand. Donc celle-là, Pascal, il la connaît bien. Ouais, tu m'as chambré toute la journée, je parle de toi. Donc pourquoi on avait, donc, comme vous voyez, un code qui est relativement complexe. Le code était vraiment comme ça. Je ne l'ai pas reformaté, je ne l'ai pas touché. J'ai copié-collé et je l'ai envoyé. Un code comme ça, c'est impossible à maintenir. Tu mets les mains dedans, tu as une chance sur 1000 que ça fonctionne. Sinon, tu passes ta vie à retester tous les cas. Donc, risque de régression, c'est over 9000. C'est comme ça qu'on dit en anglais. Et puis, les edge cases, c'est tellement chiant. Donc, on est passé de ça à ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, nous, dans le code, on prend juste l'expression, la règle qui est définie dans le BO, on l'applique, et c'est tout. Donc, c'est au chef de projet, c'est à la configuration qui va définir toutes les règles. Puisqu'en fait, dans l'exemple d'avant, on gérait si je suis dans un tirage au sort, ou dans un instant gagnant, ou que ci, ou que ça. Ah, ça s'est éteint. Merci, Pascal. Oh merde, il s'est verrouillé, ce con. Putain de sécurité. 2 secondes. Je peux même pas changer la durée de la veille. Donc je disais, en utilisant ça, c'est vraiment le chef de projet, vraiment la configuration de l'opération du jeu qui va être utilisée. Donc la responsabilité, c'est pas au niveau du développement, c'est au niveau de la config côté back-office. Nous, au niveau du dev, voilà, on passe de 4-5 lignes très compliquées à une seule ligne relativement simple. Et là, encore une fois, j'ai copié-collé, j'ai pris le Git, j'ai pris la différence avant-après, et on est passé vraiment de ça à ça.
De notre côté, pour aller plus loin, on s'est dit, on va essayer de l'implémenter sur de plus en plus de pages. Puisqu'on a, donc là je vous ai montré un exemple avec 5 ou 6 pages. En vrai, on en a, dernier compte, on était à 25 pages, à peu près, entre les pages de contenu, les pages de fonctionnel. On s'est dit qu'on allait utiliser aussi pour faire du mapping, donc récupérer les données d'un consommateur donc externe pour le mapper avec un autre champ chez nous, donc carrément le définir au niveau de la configuration et plus au niveau du développement. Pour faire de la validation, donc là on utilise la validation à certains moments, mais pas partout. Donc l'idée, encore une fois, c'est de déporter au niveau de la config, puisque ça permettrait éventuellement de dire, voilà, pour ce jeu-là, je ne veux pas valider l'âge, par exemple, mes 18 ans, ou celle-là, je veux vérifier qu'il a bien 18 ans, mais ça, je peux le faire. Ou je pourrais le faire. Et puis, le but, c'est d'essayer de refactoriser de plus en plus le code. On l'a encore fait récemment, en utilisant une expression. On a remplacé 3-4 lignes de code, voire même plus, par une expression. Et j'étais beaucoup plus vite que prévu. J'ai dû parler super vite, en fait. Pour conclure, je dirais que c'est... Pour conclure, je dirais que c'est relativement simple et rapide à mettre en place, puisque vraiment, on a dû mettre 2 jours grand maximum à pondre vite fait le premier service, le validateur et tout. Hein. Vraiment, c'était pas très compliqué. C'est modulaire parce qu'en quelques heures de code, vous rajoutez les fonctions métiers que vous voulez. C'est sécurisé, puisque de base, les expressions, ça fait aucune écriture. Donc après, bien sûr, si vous rajoutez une fonction métier qui fait appel à des écritures de fichiers, des appels bases de données, c'est sûr que là, ça a commencé à plus être sécurisé, mais ça, après, c'est votre responsabilité à vous. Gros point important, c'est vraiment une décharge de responsabilité du développeur vers la configuration, vers le chef de projet. Alors, le chef de projet, la configuration, c'est pas vraiment lui qui l'apporte, mais comme de la même manière, c'est pas le développeur. Donc c'est le code vers la configuration. Et c'est utilisable par tous, puisque donc les règles que je vous ai montrées, à part la grosse, et celle-là est compliquée, sinon toutes les autres, les chefs de projet avec une demi-journée de formation, ils sont capables de la comprendre. De comprendre à quoi ça sert, après de l'écrire à zéro, bon ça c'est pas la même chose. Et notre petite conclusion, je dirais que... Je ne sais même plus ça veut dire quoi la phrase en français, c'est moi qui l'ai sortie. On peut faire beaucoup de choses avec, après c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Je crois que c'était ça ma phrase. Et sinon j'en profite rapidement, ICO, le groupe et les filiales recrutent, donc ça intéresse Sandrine qui est tout au fond, voilà elle est là-bas. Donc rapidement les postes, hein, un dev junior, un lead dev, un responsable TMA sur X et un dev PHP à Lyon. Donc si ça intéresse quelqu'un, il faut aller voir Sandrine qui est au fond, assise, ou sinon venir me voir si jamais vous... Moi j'ai les infos aussi, donc voilà, je peux vous les transmettre. Est-ce que vous avez des questions ? À part que vous n'avez rien compris parce que j'étais trop vite. Est-ce que vous avez vraiment réussi à vous passer des devs avec les demandes clients un peu farfelues Sur certains cas, oui. Après, on a été obligé parfois de développer des nouvelles fonctions métiers ou les refactoriser. Mais grosso modo, souvent, on arrive à s'en sortir avec « Ah ben oui, mais dans la règle, tu mets ça. » Et ça fera faire ce cas-là, afficher ce champ, passer la page. Après, on ne l'a pas implémenté sur toutes les pages, on ne l'a pas implémenté sur tous les champs. Donc parfois, il faut un peu d'aide pour dire je rajoute une règle pour masquer ou afficher tel champ. Mais si c'est implémenté, on est capable de gérer beaucoup de scénarios de jeu juste avec ces règles-là. Et au niveau des tests unitaires, vous arrivez à prendre en compte beaucoup de cas Joker. on n'a pas trop fait sur cette partie-là. Mais après, je me dis que ça doit être relativement simple à mettre en place, puisque derrière, il y a quand même du Symfony, et puis après là-dessus, on n'en a pas trop fait. Mais à coup pas. Ouais, non, c'est vrai, il y avait écrit question. C'est pas chier. Ouais, Alex ? Je te regarde dans le bleu. Ouais, c'est effrayant. Donc j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que vous avez réussi à faire en sorte que tous vos jeux puissent être 100% configurables à l'aide d'un outil comme celui que vous avez développé du coup 100%, ben, pour répondre, il y a des cas qui sont demandés par le client, qui rajoutent soit des nouvelles fonctionnalités, soit des trucs. Mais sur tous les cas qui étaient gérés avant, on est capable de refaire exactement le même scénario en changeant très peu de choses.
Je parle pas que au niveau fonctionnel, je parle au niveau du jeu en lui-même, tout ce qui correspond par exemple, voilà, envoyer une image. Est-ce que vous utilisez aussi des expressions de ce genre de choses pour valider les contenus qui sont insérés dans le nouveau jeu, ou est-ce que vous passez encore par du dev Non, du front-end? La validation, on le fait actuellement uniquement sur la preuve d'achat. Mais après, à terme, c'est ce que je disais, donc j'aimerais bien le mettre sur quasiment tout ce qui est validable pour gérer plein de cas. Mais là, actuellement, c'est géré uniquement sur la preuve d'achat, donc si ça passe sur validation, on n'a pas d'upload encore, mais je crois que c'est prévu d'ailleurs qu'on fasse une évolution là-dessus. Là, je pense qu'on mettra les règles de validation, ou une partie des règles de validation, en tout cas, dans ces expressions, histoire de valider le format de fichier, des trucs comme ça, par exemple. Ok, merci. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez open sourcé des outils à partir de ce besoin métier complexe? Non, le code de chez nous est fermé, donc pas du tout open source. C'est nul. Désolé. Ouais, mais c'est pas moi qui décide. Cool, j'ai eu 3 questions, je suis content. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, petite question. Est-ce que vous avez trouvé une solution pour mettre en place de l'autocomplétion en back-office pour que les utilisateurs en fait, puissent savoir quels objets ils puissent utiliser? Enfin, par exemple, une tape U et tout de suite autocomplète user. En utilisant Expression Language, absolument pas. Enfin, en tout cas, nous, on en a même pas du tout, je crois, sur ce projet-là. Donc, s'il devait en avoir, il y a tout qui se part en couille là-bas. S'il devait en avoir, ça serait du dev et potentiellement peut-être un peu d'expression derrière pour gérer certains cas, mais il faudrait vraiment qu'on imagine le besoin. Je vois pas dans quel cas toi tu penses, t'imagines, mais en fait, c'est dans le cas où la plupart du temps on met en place des expressions language pour que des personnes qui ne sont pas informaticiennes puissent pouvoir configurer une application. Non, ça on n'a pas utilisé, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Du coup, c'est ce qui tape, du coup, tu as ton expression qui va matcher avec ton contenu. Non, ça on l'a pas fait. Putain, 4 questions. Dernière question. Ah, j'étais chaud là. Et aujourd'hui, vous avez combien de jeux différents et combien de chefs de projet qui utilisent cet outil-là? Un chef de projet, ils sont 4 ou 5. Ça dépend des moments, mais ouais, ils sont 5 on va dire. Et en jeu, les jeux ne durent pas indéfiniment, hein, ça dure des fois 2 semaines, 1 mois, voire même plus pour certains. Mais on a dû en faire une bonne 50aine déjà en 2 ans, largement. Alors donc du coup, c'est rentabilisé le fait d'utiliser ce système-là et Ouais. l'information pour les chefs de projet. Oui, là c'est largement rentabilisé, puisque du coup tu peux gérer certains scénarios, tu peux quasiment... nous on a des scénarios où maintenant on est capable d'afficher... la seule page qui est affichée parfois, c'est la page de remerciement. Puisque, par exemple, dans le modèle que je disais tout à l'heure, attends, je vais te le remonter rapidement. Dans ce scénario-là, la page d'accueil, maintenant, on peut la passer puisqu'on considère que le règlement est accepté soit avant, soit il a déjà été accepté, donc il ne le voit pas. Et l'animation, si tu es en tirage au sort, on n'en met pas, parce qu'en tirage au sort, on n'a pas d'animation, savoir s'il a gagné ou pas, parce que c'est largement après qu'il le saura. Donc en fait, on a des scénarios où on n'affiche que la page de remerciement. Il y en a où il aura juste l'animation et la page de remerciement. Il y en a, il va avoir 3 pages, il y en a, il va tous les avoir. Ça va dépendre soit du consommateur, soit du utilisateur en fonction de ses données, etc., soit même de l'opération du jeu, parce que dans certains cas, tu vas l'afficher tout le temps ou tu vas jamais l'afficher. Donc honnêtement, sur les 50 jeux qu'on a gérés, il y en a très très peu qui sont identiques. Ben, on verra ça à l'apéro, les questions. Ouais, je pense que tout le monde commence à avoir peut-être un peu faim. Donc voilà, on en parlera à l'apéro. Allez, à l'apéro. Merci. Je radote un dernier coup avant qu'on aille manger. L'apéro, c'est le bon moment si vous voulez nous voir pour discuter d'idées de présentation. Voilà. Donc, je radote encore un coup, mais c'est important. Merci beaucoup. Et on remercie toujours aussi Aiko qui nous offre la salle et également l'apéritif.
faire la remarque parce que je vais rester concentré. Les minutes,